Bonjour et bienvenue à nos diplômés, membres de la communauté étudiante, membres de la faculté et à des nouveaux et vieux amis à travers le monde. Hello and welcome to all our participants today, alumni, students, faculty members, and new and old friends from around the world. Bonjour, je m'appelle Victoria Barham et je suis la doyenne de la Faculté des sciences sociales ici à l'Université d'Ottawa. Je suis très heureuse de vous accueillir à cette 5e édition de la série de conférences de la famille Singh. En préambule, nous souhaitons rendre hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date, l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Nous tenons aussi à remercier sincèrement la famille Singh pour leur générosité et leur confiance depuis le lancement de cette série de conférences en 2017, qui a pour but de faire venir sur le campus les plus grands érudits, chefs de file, entrepreneurs et fonctionnaires publics du monde. Diplômé de la Faculté des sciences sociales en sciences politiques et en sociologie en 1998, Sean Singh est originaire d'Ottawa. Il est aujourd'hui conseiller général, chef de la conformité et directeur général de Luminous Management à New York. Il est aussi réalisateur de films, entrepreneur, bénévole et philanthrope. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir une femme à la carrière et au destin hors du commun, Christiane Taubira. Madame la ministre, bienvenue et merci d'avoir accepté d'être présente parmi nous. Madame la ministre, permettez-moi de vous présenter succinctement pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes une femme politique française de gauche, originaire de Cayenne, en Guyane. Professeure de sciences économiques, toujours une bonne choix, titulaire d'une licence en sociologie et d'un certificat en ethnologie afro-américaine. Votre implication en politique démarre comme militante indépendantiste à la fin des années 70. Par la suite, vous avez été député de la Guyane pendant près de 20 ans. C'est au cours de ce mandat que vous faites voter la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Puis, sous la présidence de François Hollande, vous êtes nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice en 2012. En 2013, vous portez le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Je remercie notre modérateur, le professeur Abdoulaye Gueye. Abdoulaye Gueye est professeur de sociologie à l'Université d'Ottawa. Il est l'auteur et le co-auteur de plusieurs publications. Son récent livre de fiction s'intitule « Oublier la mère patrie ». Abdoulaye Gueye est également le co-éditeur de plusieurs livres dont « A Stain on Our Past, Slavery and Memory », Figures et expériences diasporiques et Figures croisées d'intellectuels, trajectoire, mode d'action, production. Ces articles sont parus dans plusieurs revues internationales au nombre desquelles The Dubois Review, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, and French Cultural Studies. Le professeur Gueye a reçu plusieurs bourses, dont la bourse de résidence de l'Institut Dubois à l'Université Harvard
en 2009, la bourse de résidence de Institute for Advanced Study à Princeton 2015 et la bourse de la Fondation de la Maison des sciences de l'homme 2016 plutôt. Avant de laisser la parole au professeur Gay, je vous invite à ajouter vos questions à la section Q&A à bas de votre écran. Je vous souhaite, Madame la ministre, professeur Gay, ainsi qu'à toutes et à tous, une excellente conférence. Mesdames et messieurs, bonjour. Il me revient aujourd'hui le privilège d'accueillir et de présenter Madame Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux de la République française et auteure de la loi éponyme qui reconnaît la traite et l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Le privilège est lourd à porter parce qu'il exige des mots à la mesure de la solennité de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. L'événement, c'est la commémoration du 20e anniversaire de la loi Taubira. Le privilège l'est aussi en raison de la singularité de l'invité. Lettrée et homme politique et femme politique de premier plan, Madame Taubira étant des exemples de ces rares hommes et femmes que l'écrivain Malcolm Gladwell appelle « outliers », c'est-à-dire des êtres atypiques sur le plan statistique. Son atypisme, nous en prenons la mesure par la comparaison entre ses origines et ses réalisations. Voici une femme étrangère à la rive intellectuelle et politique française où la République effectue de routine le recrutement de ceux qui la représentent. La rive où le foyer de naissance, l'école fréquentée et l'identité raciale se prêtent mutuelle assistance pour assurer la réussite. Madame Taubira vient de l'autre rive que peuplent des hommes et des femmes que 3 mois de chômage peuvent faire basculer définitivement dans la pauvreté. Celle qu'habitent des hommes et des femmes auxquels les meilleures opportunités professionnelles sont fermées en raison de leur phénotype. Celle que l'on a plus de chances d'apercevoir dans les films de Ken Loach que dans Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir ou une biographie de Valéry Giscard d'Estaing. C'est la rive où les appartements donnent sur le jardin du Luxembourg et comprennent toujours une pièce aménagée en bibliothèque. Celle où les mères au foyer tuent le temps au piano en attendant le retour de leurs enfants scolarisés. Enfin, la rive où les enfants n'héritent pas le statut de haut fonctionnaire de leurs parents qu'ils avaient reçu précédemment de leurs propres ascendants. C'est dire donc que Madame Taubira n'est ni Simone de Beauvoir, ni Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République française. Sur sa rive à elle, l'existence y est une lutte sans fin. Il faut extorquer au quotidien chaque gramme de chance pour vivre jusqu'à l'année prochaine. Les enfants n'y reçoivent jamais de leurs géniteurs les biens qui aident à se paver un futur rose. Mais en 1952, en Guyane, ce morceau francophone aux portes de l'Amazonie, Madame Taubira est élevée avec le revenu modeste d'une mère seule, agente hospitalière. Accueillie à la mort de sa mère par son frère aîné de 22 ans, elle parachève des études secondaires, sanctionnée par un succès éclatant au baccalauréat. Après de brillantes études universitaires à Paris, Madame Taubira retourne s'installer en Guyane, intègre l'enseignement et se jette dans le jeu politique local. En 1993, elle est élue députée de Guyane et siège au Palais Bourbon. Pour beaucoup de Français, la découverte de Madame Taubira date de 2002, l'année où elle se présente aux élections présidentielles. L'événement est insolite. Pour la première fois de son histoire, la France inscrit le nom d'une personne issue des minorités raciales sur les bulletins de vote. À tort, les électeurs ne voient en elle que la candidate des Noirs, des Arabes et des habitants des cités. Pourtant, son programme politique est traversé de part en part par les nobles principes de la République. 2002 est pourtant précédé de 2001, plus marquant à bien des égards. Témoin de la commémoration officielle du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en 1998, Madame Taubira comprend que la République peut mieux faire. Marquer l'abolition est certes une initiative louable, mais les effets contemporains de l'asservissement d'un peuple entier, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est, justifient que la République aille plus loin. Aller plus loin, selon elle, c'est reconnaître la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. La requête ne déroge pas au principe de l'égalité, mais elle dérange dans un pays où l'on a fait de la République l'émancipatrice des esclaves noirs et attendu des Noirs qui lui en soient reconnaissants.
Croisant le fer avec les oies du Capitole qui alertent le pays contre le supposé grand remplacement identitaire, Madame Taubira réussit l'extraordinaire. Le 10 mai 2001, le Parlement français vote la loi éponyme dont on fête les 20 ans cette année. La restitution de leur dignité aux personnes d'ascendance africaine ne constitue pas l'horizon de l'engagement de Madame Taubira. Nommée garde des Sceaux en 2012, elle porte le combat pour la reconnaissance des couples de même sexe, essuyant cette fois-ci les colibés d'une sphère homophobe émaillée de racisme. En mai 2013, le Parlement adopte la loi Taubira qui ouvre à ces couples le droit de se marier légalement. Voilà deux réalisations majeures qui n'étaient pas prédictibles à un moment où les résistances au changement sociétal étaient encore bien ancrées. Madame Taubira eût pu laisser son nom dans les annales du Parlement en portant des projets de loi sans aucune once de controverse. Mais pour elle, le rendez-vous avec la République ne constitue pas une opportunité de cajoler celle-ci. C'est plutôt l'occasion de lui faire l'inventaire de ses atermoiements et de la pousser à être à la hauteur de ses promesses fondatrices, à savoir justice et égalité. Pour son audace politique, nous sommes honorés aujourd'hui d'accueillir Madame Taubira. Au nom de l'Université d'Ottawa, je voudrais encore lui souhaiter la bienvenue et remercier les étudiants suivants sans qui l'organisation de cette conférence aurait été un défi plus difficile à relever. Karine Cohen-Sanchez, Cassie Drodge et Alexandra Karabastos, qui sont toutes inscrites à l'Université d'Ottawa, et d'un autre côté, Christelle Da Silva, Xavier Agbeto et Armand Degla, affiliés à l'École d'économie africaine au Bénin. Merci de me rejoindre, de vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à Madame Christiane Taubira. Merci Madame la doyenne Victoria Barham pour vos mots de bienvenue, pour la présentation de la conférence et de son cycle qui permet une plus large connaissance de l'action que vous menez en dehors des cursus très stricts et très formalistes de l'Université d'Ottawa. Merci donc pour cet accueil extrêmement chaleureux. Merci professeur Abdoulaye Gueye pour ce portrait percutant qui, à partir d'une trajectoire personnelle, pose toute une série d'interrogations sur une société, sur une république, sur ses valeurs et sur ses propres discours. Nous allons passer 1h30 ensemble. Nous allons nous retrouver tout à l'heure, professeur. Il a été convenu que je puisse disposer d'une quinzaine de minutes sur le titre et le thème de la conférence, à savoir restaurer les mémoires douloureuses et reconnaître nos différences. C'est un titre et donc une thématique qui ont été choisis, proposés par l'Université d'Ottawa pour ce cycle de conférences. J'ai choisi d'interroger à la fois les mots et la thématique que suppose et que suggère ce titre. Donc pendant cette quinzaine de minutes, je vais baliser ce qui suivra après, c'est-à-dire cette conversation que nous aurons tous les deux, puis l'échange que j'aurai avec les étudiants chargés de présenter des questions qui, d'après ce que j'ai compris, ont été rassemblées sur la base de plusieurs suggestions et propositions. À partir donc de ce titre et de ce thème, restaurer les mémoires douloureuses et reconnaître nos différences, je le disais, j'ai interrogé les mots et la thématique elle-même. Pour ce qui concerne les mots, mémoire et douloureuse. Alors, la première interrogation que je pose, parce que je pars du principe que nous avons essentiellement dans le public des étudiantes et des étudiants, donc des personnes dont la fonction dans le quotidien consiste à explorer la sémantique et tout ce qu'elle transporte elle-même. Donc, sur mémoire douloureuse, la première interrogation à laquelle j'invite les unes et les autres, c'est de savoir pourquoi, lorsqu'on dit mémoire douloureuse, d'emblée, tout le monde sait de qui on parle. Il y a donc un consensus référentiel qui fait que lorsqu'on parle de mémoire douloureuse, on envisage, on évoque des minorités considérées comme visibles ou pas, on évoque des personnes marginalisées, on évoque des personnes faibles, vulnérables, sans puissance, sans capacité d'agir. Et je trouve que c'est un consensus terrifiant. Je trouve qu'il y a là une référence qui doit nous interpeller
et nous conduire à tirer une pelote qui est faite d'une série de mots et de concepts dont le contenu est implicite, paraît entendu alors qu'il est problématique. Je pense par exemple lorsqu'on parle de vaincus, et notamment en matière d'histoire, lorsqu'on parle de vaincus dans une société, on pense aussi à ces mêmes catégories de personnes. Or, pourquoi pense-t-on que ces catégories de personnes sont des vaincus? Parce qu'on les renvoie à des périodes historiques qui indiquent à quel point elles ont subi l'oppression. Or, si nous interrogeons le cours de l'histoire, non pas les faits d'histoire tels qu'ils sont figés, mais le cours de l'histoire dans sa dynamique, on se rend compte que celles et ceux qu'on a l'habitude d'appeler des vaincus sont en fait des vainqueurs. Sont des vainqueurs pour la simple raison que ce sont des personnes, je parle évidemment des personnes captives, qui ont été capturées et réduites à l'esclavage. Je parle aussi des personnes qui ont subi la colonisation sur leur propre territoire. Ce sont en réalité des vainqueurs au féminin et au masculin, parce que ce sont tout simplement des personnes qui ont été capables de traverser le temps. Ce sont des personnes qui ont résisté à la violence physique, mentale, à la violence sociale qui leur était infligée. Ce sont des personnes qui, soit en se battant, soit parfois tout simplement en résistant, en décidant de rester en vie, ont réussi à traverser le temps et donc à traverser cette période ignominieuse. Ce sont donc des vainqueurs, non pas seulement de ce point de vue-là, mais aussi du point de vue des grands idéaux humains. Parce que ce sont des personnes qui ont fait la preuve au quotidien de l'irréductibilité de la nature humaine. Donc, nous devons interroger cette espèce de consensus qui fait qu'un certain nombre de concepts ont l'air d'avoir un contenu tenu pour acquis d'avance. C'est la première interrogation. Ensuite, cette mémoire douloureuse qui doit être restaurée. Nous allons faire un exercice sémantique. Que signifie restaurer les mémoires douloureuses? Alors, il y a incontestablement une polysémie dans le mot restaurer, c'est-à-dire une pluralité de sens. Est-ce qu'il s'agit de rétablir? Est-ce qu'il s'agit de réparer? Est-ce qu'il s'agit de réhabiliter? Et de rétablir, réparer, réhabiliter quoi? La mémoire? La douleur? Incontestablement, je pense que nous allons y revenir dans notre conversation et dans les échanges. Je voudrais proposer, notamment à la jeune génération, de liquider ce que j'appelle le fardeau doloriste. Non pas pour le nier, ni pour le discréditer, mais d'abord pour neutraliser et même supprimer ses effets handicapants, et surtout pour le fertiliser. Et pourquoi je propose de le faire? En hommage à celles et à ceux qui, lorsqu'elles vivaient, lorsqu'ils subissaient l'oppression, la violence, le fouet, ont résisté, ont rusé parfois, se sont battus, se sont organisés, parfois ont plié les chines et ont continué à vivre, ont chanté malgré la souffrance, ont ri, ont pleuré, ont désespéré. Par gratitude et par respect pour ces personnes-là, nous devons nous débarrasser du fardeau doloriste. C'est-à-dire que nous sommes des survivants grâce à la combativité de ces personnes-là, qui ont affronté le mépris, la violence, qui ont affronté d'être traités de bois d'ébène, de marchandises, de meubles dans les codes juridiques, de meubles comme propriété de leur maître, de cheptels dans les registres de comptabilité. Par gratitude et par respect pour ces personnes-là, nous devons nous dégager de ce fardeau doloriste, ce qui ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas matière à souffrance. Il y a matière à souffrance, mais nous devons refuser la définition et l'identité qui consiste à nous réduire à la souffrance et à la douleur. Donc nous pouvons effectivement réhabiliter les mémoires et la douleur ou les mémoires douloureuses, mais le faire avec cette dignité qui nous rend dignes de celles et de ceux qui sont nos aïeux. Ensuite, reconnaître nos différences. Là aussi, il y a une polysémie dans reconnaître. Est-ce qu'il s'agit en fait de voir simplement? Est-ce qu'il s'agit de comprendre? Est-ce qu'il s'agit d'admettre à la fois la présence et les droits des personnes dont j'ai dit tout à l'heure que presque automatiquement on sait de qui on parle? S'agit-il de cela? Reconnaître, c'est sans doute tout cela.
Et c'est sans doute tout cela qui est absolument indispensable. Mais nous allons y revenir aussi. Poursuivons sur les différences. Qu'est-ce que ça veut dire nos différences? Et notamment le possessif, nos différences. Évidemment, lorsqu'on regarde le monde sans a priori, sans préjugés, le monde est extrêmement divers. La différence, c'est la règle. Donc, les différences sont une donnée de l'espèce humaine, sont une donnée de la condition humaine. Nos différences, pourquoi nos différences? Nos différences en référence à quoi? À une norme? Et à quelle norme? Ah, c'est une interrogation que nous devons avoir et que nous devons épuiser ensemble. Donc, ces différences-là, nous devons les regarder comme le propre même de la condition humaine. La singularité, la subjectivité, l'identité, non pas l'identité dans la crispation d'un groupe sur la défensive qui cède à la panique et qui pense, comme vous le rappeliez tout à l'heure, qu'il va subir le grand remplacement, mais l'identité en ce que l'histoire nous traverse, en ce que nous sommes, dans notre rapport au monde, dans le choix de nos valeurs, dans le choix de nos identités, dans le bagage culturel que nous portons, dans la façon dont nous adhérons au patrimoine culturel de l'humanité, la part que nous y avons mise, et puis ce que nous avons accepté de recevoir et d'ingurgiter. Dans cette identité-là, il y a place pour la mémoire. Pour une mémoire de l'intime d'abord, bien entendu, mais également pour une mémoire de l'en commun segmenté, parce que c'est un peu la tendance, on se retrouve entre soi, on porte ensemble ce fardeau de l'histoire, on essaie de comprendre, on essaie de survivre, on essaie de porter aussi ensemble la souffrance qui nous traverse. Il y a cet en commun que je dirais segmenté, et puis il y a l'en commun plus global, plus général, parce que fondamentalement, c'est tout simplement l'histoire de l'humanité. C'est une histoire collective. C'est pas l'histoire d'une catégorie. C'est pas l'histoire de minorités. C'est l'histoire de l'humanité. Et là aussi, nous allons approfondir, nous allons donc y revenir. Donc, reconnaître nos différences, reconnaître plutôt les différences, c'est-à-dire reconnaître que l'espèce humaine est à la fois même et diverse, qu'elle est à la fois unique et multiple, et que, qui que nous soyons, quelles que soient nos apparences, quelle que soit nos trajectoires, quel que soit notre bagage culturel, nous appartenons à cette espèce humaine et nous la portons avec tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a fait et tout ce que nous espérons elle se montrera capable de faire. Donc sur ces questions-là, il nous faut approfondir, nous interroger sur les automatismes qui nous conduisent à utiliser certains termes sans forcément les interroger jusqu'au bout. Et puis, bien entendu, il n'existe pas de mémoire sans histoire, parce que la mémoire, elle est liée au fait que des événements ont eu lieu. Et que la relation entre la mémoire et l'histoire est une relation dialectique, au sens où l'une nourrit l'autre. C'est-à-dire que il y a des historiens, des personnes qui ont accès aux archives, qui interrogent les documents écrits la plupart du temps, mais qui interrogent y compris les pierres, par exemple, y compris les environnements, y compris les territoires. Et puis, il y a la mémoire qui est généralement portée par des militantes et des militants associatifs. Les historiens produisent du matériau. Parfois, c'est du matériau de très mauvaise qualité d'ailleurs. Ils produisent des matériaux parce qu'ils ont accès aux informations et aux archives. Et puis les militants produisent de la pensée, de la compréhension, de la revendication, des interpellations. Et il y a une relation dialectique au sens où des historiennes et des historiens peuvent être amenés à travailler sur des sujets parce que des militantes et des militants associatifs les revendiquent, les portent, les explicitent, leur donnent une genèse, une intelligibilité et les portent comme revendication pour leur donner place dans la société commune. Inversement, le travail des historiennes et des historiens nourrit la compréhension et l'information des militantes et des militants associatifs. Et j'ajouterais à ces deux grands blocs, en fait, d'actrices et d'acteurs dans la société, les artistes. Les artistes au sens très large, c'est-à-dire les intellectuels, les essayistes, les philosophes, les qui ne doivent pas apprécier, je les mets dans la catégorie des artistes, les artistes,
de toute expression, que ce soit les poètes, que ce soit les écrivains, les écrivaines, que ce soit les peintres, sculptrices, etc. Voilà. Donc, ce sont quand même trois piliers qui peuvent conduire les autorités politiques à entendre un certain nombre de sujets et à décider sur ces sujets-là dans l'intérêt général. Il y a donc cette relation dialectique et il y a des travaux d'historiens qui ont conduit à interroger l'histoire telle qu'elle nous était donnée. J'avais prévu d'en citer quelques-uns, mais je vais peut-être donner ces références-là au moment de l'échange pour ne pas encombrer mon quart d'heure de présentation. Nous avons donc à la fois ces mémoires douloureuses que nous devons inverser au sens où il ne peut pas être acquis une fois pour toutes qu'il y a une catégorie de l'humanité qui porte une espèce de fardeau de souffrance et qui est écrasée par ce fardeau de souffrance. Non, cette partie de l'humanité, au contraire, porte une richesse particulière parce que, s'agissant de l'histoire du monde, qui conduit justement à cette reconnaissance des différences qui est liée tout simplement au résultat de l'histoire du monde. Si les sociétés européennes sont des sociétés plurielles, c'est le résultat de ces conquêtes coloniales. Si le continent des Amériques et les États-Unis, par exemple en particulier, sont ce qu'ils sont, c'est l'histoire des conquêtes coloniales, du génocide des Amérindiens, de la traite négrière et de l'esclavage, et ensuite d'une longue politique, ou en tout cas d'une longue réalité d'immigration continue aux États-Unis. Si l'Amérique du Sud est à cette configuration, avec souvent un peuple autochtone qui représente 80-90% de la population et qui pourtant n'a pas accès aux instruments de pouvoir, et une société de domination, c'est aussi le résultat de l'histoire. Donc c'est une histoire de l'humanité, c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire d'au moins 3 continents, et j'y ajoute le continent asiatique sans difficulté. C'est cette histoire-là qui fait que nos sociétés sont plurielles. Et parce qu'elles sont plurielles, on doit admettre la question de la différence, vous avez raison pour le titre, on doit admettre la question des singularités, on doit admettre la question de l'altérité. Et dans l'altérité, il y a, comme dans les mémoires douloureuses et comme dans le concept de vaincu, il y a aussi un piège. Comme dans la différence, avec la référence à la norme, il y a un piège. C'est qu'il y a l'altérité qui consiste à connaître l'autre, reconnaître l'autre, s'intéresser à l'autre, et puis à l'altérité qui consiste à fabriquer l'autre. Il y a les travaux de Toni Morrison, par exemple, sur l'origine des autres, The Origin of Others, qui explique comment, et notamment à l'époque de la traite négrière et de l'esclavage, mais pas seulement, comment parfois il y a une fabrication de l'autre en tant que extérieur à soi, extérieur à son monde, pour améliorer sa propre estime de soi et pour justifier sa position de domination. Donc cette altérité qui vise à fabriquer de l'autre, en donnant à l'autre toute une série de stéréotypes qui le définissent, c'est-à-dire qu'à partir du phénotype que vous évoquiez tout à l'heure, c'est un paresseux, c'est un voleur, c'est un violeur, c'est un criminel, etc. Donc les phénotypes deviennent des équations pour toute une série de caractères négatifs. Donc, si nous devons nous interroger sur les mémoires douloureuses et sur les différences, c'est à partir de notre rapport à l'humanité, notre rapport au monde, notre conscience de notre présence au monde et toutes ces interrogations que de très grands auteurs comme Frantz Fanon, comme Cheikh Anta Diop, comme Édouard Glissant et comme tant d'autres, ces grands auteurs ont exploré profondément et nous ont proposé d'interroger ou de comprendre. Je conclurai en revenant sur le rapport entre la mémoire et l'histoire, avec des mots extrêmement puissants, ceux de James Baldwin, qui dit « History is not the past. History is the present. We carry our history with us. We are our history. And if we say otherwise, if we present otherwise, we are literary criminals. » Et il ajoute, I do attest this, the world is not white. It never was white, cannot be white. White is a metaphor for power.
And that is simply a way of describing Chase Manhattan Bank. C'est rude parce que c'est du Baldwin. Il écrit cela évidemment dans les années 60. C'est pour ça qu'il prend comme métaphore de la métaphore la Chase Manhattan Bank. Mais il est évident que s'il avait écrit ça à la fin, dans les années 2000, par exemple, il aurait peut-être pris comme métaphore la Lehman Brothers. S'il écrivait aujourd'hui, il aurait choisi une autre métaphore de la métaphore. Il demeure que ce qu'il dit est exact. Et ceux qui parfois se laissent aller dans les querelles de couleurs doivent entendre cela, une métaphore pour le pouvoir. Et donc la question centrale, c'est dans notre rapport à la mémoire, dans notre rapport à l'histoire, il y a la question de notre rapport au pouvoir, il y a la question des idéaux qui nous font vivre, il y a la question de notre conception de la société, il y a la question de l'altérité, il y a la question de la fraternité, il est question de notre regard sur le monde. Il est question de notre regard sur le monde. Et indépendamment de nos couleurs de peau, c'est autour de nos idéaux que nous pouvons décider, choisir ensemble de pétrir le monde. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je pense que nous pouvons maintenant, après cette introduction, donc passer à la séance questions-réponses ou à la discussion en tous les cas. Et je voudrais, parce que bien évidemment, nous avons une série de questions que nous aurions aimé aborder avec vous, mais je sais que le temps est précieux et aussi très, très court, donc nous n'aurons pas l'opportunité de poser toutes les questions. Mais je voudrais, pour commencer à ouvrir ces discussions, rebondir sur ce que vous avez dit dans votre introduction. Certes, les mémoires douloureuses, lorsqu'on en parle, on fait toujours référence au même peuple, peuple au pluriel, où on parle des peuples d'ascendance africaine, ou on parle des peuples d'ascendance amérindienne, et vous nous invitez en fait à dépasser cette équation entre douleur et identité, grosso modo, surtout en ce qui concerne les personnes d'ascendance africaine. Mais nous savons aussi que la mémoire est partie intégrante de la construction de l'identité. On se construit à travers la mémoire, on se construit une identité à travers la mémoire. Et l'identité, on le sait aussi, c'est une question de relation. Elle est relationnelle parce que toute identité suppose de se définir soi-même, mais par rapport, ou soit en opposition ou par rapport à quelqu'un d'autre. Et puisque la rencontre entre l'Europe et le peuple noir a été une rencontre extrêmement violente, la souffrance, donc la douleur a été au centre de la rencontre entre l'Europe et les Amériques. Qu'est-ce qui risquerait d'arriver si les personnes d'ascendance africaine faisaient abstraction de cette douleur-là pour construire une mémoire qui est vidée de cette douleur, pour le dire de cette façon-là? À votre avis, comment est-ce que c'est possible déjà pour commencer? Moi, je ne crois pas qu'il faille faire abstraction de la douleur. Je disais tout à l'heure qu'il ne s'agit absolument pas de dire qu'il n'y a pas de souffrance, qu'il n'y a pas de matière à souffrance. Je ne pense pas qu'on puisse faire abstraction de la douleur. Je dis que nous ne pouvons pas nous laisser gouverner par la douleur. Lorsque je dis qu'il faut se débarrasser du fardeau doloriste, cela entend que nous ne devons pas nous laisser gouverner par la douleur. Sinon, c'est là que nous devenons des vaincus. Alors que je pense que nous sommes des vainqueurs. Et pas des vainqueurs pour nous seulement. Nous sommes des vainqueurs pour l'humanité. Parce que si ces personnes se sont autant battues, ont tant résisté à conserver leur humanité, alors qu'on les traitait de marchandises, de bêtes de somme, de meubles, etc., de mobilier, etc., ces personnes ont conservé leur humanité. Et on fait à l'humanité des legs extraordinaires. Je pense au jazz et à toutes les autres musiques qui sont cousines du jazz ou petites sœurs du jazz, etc. Je pense à la cosmogonie, tout simplement, à l'explication du monde, de l'univers et du cosmos. Je pense à la tradition orale et à tout ce bagage de contes, de légendes qui sont tout simplement des explications du monde, des illustrations de relations dans la société ou entre les générations, etc. Je pense aux mythologies qui sont transmises. Je pense à toute une série de traditions, de coutumes, etc. Des connaissances, la pharmacopée, la maîtrise des connaissances des vertus des plantes, la connaissance de la nature, que ce soit les sols, les sous-sols, que ce soit les montagnes, que ce soit la mer, etc. Je pense à tout cela, à la gastronomie, c'est-à-dire à l'usage de ces végétaux, de ces plantes, y compris voilà des sources de protéines qu'il y a dans la nature, la façon de se guérir. Tout cela
c'est un bagage qui a été offert à l'humanité par ces personnes-là. Donc, c'est au nom de l'humanité que je dis que nous ne devons pas nous laisser écraser par la douleur. Oui, il y a des souffrances. Oui, il y a des moments douloureux. Moi, à mon âge, et depuis le temps que je connais cette histoire, depuis le temps que je suis absolument persuadée que j'ai vraiment réglé tous mes comptes avec cette histoire, il m'arrive de pleurer. Il m'arrive de pleurer. Il m'arrive de m'écrouler. Donc, la souffrance, elle est en nous parce que c'est extrêmement douloureux. On ne devient pas insensible ni à l'histoire, ni à ces histoires individuelles, ni à cette grande histoire collective. Mais on ne doit pas se laisser gouverner parce que c'est là qu'on se ferait vaincre et c'est là que nous deviendrions un peu inutiles, il faut le dire, mais surtout que nous deviendrions infidèles à celles et à ceux qui ont vécu très directement ces crimes-là, très directement, qui les ont subis. Donc voilà juste que ce que j'entends par la nécessité. Oui, la mémoire au contraire. Au contraire. Et je répète, c'est l'histoire de l'humanité. Moi, je n'ai pas à plus porter cette mémoire-là que celles et ceux qui, aujourd'hui, par exemple, profitent des résultats de cette histoire. Parce que ces 4 siècles de traite négrière et d'esclavage, puis la colonisation, ça a accéléré l'accumulation de capital, notamment en Europe, pas seulement, notamment en Europe, et ça a favorisé l'émergence des révolutions industrielles et donc la diversification, le financement de la recherche, des sciences, etc. Donc, il ne s'agit pas forcément aujourd'hui de venir dire ben, vous n'auriez jamais réussi ça, peut-être qu'il aurait réussi différemment. Mais le fait historique est que cela a été réussi grâce à ce crime perpétré pendant plus de 4 siècles et demi. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison de le porter dans un coin avec la douleur, et puis qu'ailleurs, on l'ignore, on dit, mais c'est votre affaire, vous souffrez, vous me cassez les pieds, allez pleurer derrière un rocher, laissez-nous tranquilles. Non, c'est notre histoire à tous. C'est notre histoire à tous. Parfait. Vous avez mentionné dans votre introduction, en fait, l'importance du langue commun. Et vous faites cette distinction entre langue commun segmenté et langue commun global. Je voudrais en fait vous inviter à élaborer davantage parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes face à une sorte de résurgence des mouvements extrémistes de la défense d'une certaine homogénéité démographique des nations, l'homogénéité des récits nationaux, etc., etc. Et tout cela semble aller à l'encontre même de votre proposition, à savoir donc la création d'une sorte d'un nom commun global. Et la question que je voudrais vous poser par rapport à ceci, c'est quel argument entendez-vous mettre en avant pour convaincre tous ces récalcitrants, tous ces hommes politiques, toutes ces femmes politiques, tous ces mouvements politiques qui appellent de plus en plus à la préservation de la pureté et de l'homogénéité démographique des nations en particulier? Vous avez, professeur, vous avez rappelé mes combats, ma trajectoire, etc. Moi, je suis une femme d'engagement. Donc, je conçois ma présence au monde, mon utilité au monde, mon rapport aux autres, etc., dans une vision du monde, dans une vision des sociétés, dans une vision des rapports entre individus et entre groupes. Et pour cela, très sincèrement, moi, je vais vous dire, c'est vraiment le dernier de mes soucis de convaincre les racistes, les sexistes, les homophobes, etc. Il y a des personnes qui ont des préjugés parce qu'on ne peut pas toujours échapper aux préjugés. Lorsque vous regardez, par exemple, les sociétés européennes, la France en particulier, mais pas elle seule, vous regardez un siècle d'enseignement, les expositions universelles, les eaux humains, les gens étaient nourris des films après pendant longtemps. Les gens étaient nourris de préjugés. On a injecté dans la mentalité, dans la compréhension de plusieurs générations, que les Noirs sont des sauvages, que ce sont des cannibales, que ce sont donc il y a des gens qui ont des préjugés. Donc on peut avoir des préjugés et puis avoir l'ouverture d'esprit pour écouter, pour chercher à savoir, pour chercher à comprendre. Dans ces cas-là, je suis d'accord pour la relation et pour le dialogue. Mais les gens qui ont décidé qu'une fois pour toutes, ils sont supérieurs et que les autres machins, ça c'est leur drame et c'est leur problème. Moi, je rassemble les forces. Je rassemble les forces autour d'idéaux
Moi, je crois, je disais tout à l'heure que l'espèce humaine, elle est à la fois unique et diverse. Elle est à la fois même et multiple. Je crois profondément à cela, mais j'y crois profondément. Et donc, moi, ce qui compte, c'est, voilà, avec ces personnes-là, nous répondons du monde. Quelle est notre responsabilité dans l'état du monde et qu'est-ce que nous faisons de cet état du monde? Non. Moi, je suis beaucoup plus préoccupée par ce que nous devons aux jeunes générations, à savoir vraiment l'héritage que nous leur laissons qui est plutôt désastreux et la façon dont nous apportons quelques lumières pour leur permettre de gagner du temps pour reprendre cet héritage et le réhabiliter en l'occurrence. Donc voilà, moi, ceux qui sont persuadés que d'abord ils sont vraiment sur leur île déserte là et qu'ils sont encerclés d'ennemis, moi je suis pas psychiatre, c'est leur problème, ils trouvent quelqu'un d'autre pour le régler. Les personnes qui peuvent être dans le doute et qui essaient de comprendre, il y a plein de choses à leur expliquer, plein de choses à partager, plein de choses. Donc, lorsque moi je parle de l'en commun segmenté, je dis qu'en général, notre réflexe est de rassembler nos forces entre nous. Mémoire douloureuse, voilà, ben voilà, nous portons le fardeau de l'histoire de l'esclavage, de l'écrasement de l'individu, de la négation de son humanité. Et puis ça, c'était nos aïeux, c'était nos ancêtres. Nous portons ça en nous. James Baldwin le dit bien, nous portons notre histoire avec nous et nous sommes notre histoire. Nous sommes notre histoire. Nous ne pouvons pas échapper au fait que nous sommes notre histoire. Mais nous ne devons pas nous laisser enfermer dans cette histoire. C'est ce que dit Frantz Fanon. Je n'ai pas le droit de me laisser engluer. Nous ne devons pas nous laisser enfermer dans cette histoire. Donc, nous avons cet en commun segmenté, c'est-à-dire que nous nous reconnaissons à travers un patrimoine douloureux, à travers un bagage, mais qui n'est pas que douleur, Moi, j'aime beaucoup l'idée que les femmes qui étaient réduites en esclavage, elles tombaient amoureuses. J'aime beaucoup l'idée qu'elles cherchaient à séduire. J'aime beaucoup l'idée qu'elles avaient une façon de marcher pour séduire l'homme qu'elles avaient choisi parmi les hommes, même si c'était des hommes réduits à l'esclavage. J'aime beaucoup l'idée qu'elles savaient dire des paroles d'amour. J'aime beaucoup l'idée qu'elles savaient rire. J'aime beaucoup l'idée qu'elles savaient chuchoter. J'aime beaucoup l'idée qu'elles chantaient pour séduire. J'aime beaucoup l'idée. Et j'aime beaucoup l'idée qu'elles savaient ce qu'elles faisaient lorsqu'elles séduisaient le maître. Donc, il n'y a pas que de la souffrance. Il y a des personnes qui ont vécu au jour le jour et qui ont survécu au jour le jour pour que nous soyons là aujourd'hui, qui n'ont pas accepté d'être anéantis. Donc voilà, nous portons ça, c'est l'en commun segmenté. Et puis l'en commun global que nous devons atteindre, c'est de porter l'histoire de l'humanité ensemble et de porter l'avenir du monde ensemble. Cet avenir, il doit être un champ large, un champ ouvert, un champ libre. Très bien. Je voudrais, en lien avec ce que vous venez juste de dire aussi, parce qu'en fait, on est toujours sur la question de la mémoire et du vivre ensemble. Une question que nous nous sommes posées lors de la discussion qui a eu lieu entre mes étudiants et moi, c'est la question de savoir, en fait, quelle est la relation que vous établissez entre la reconnaissance des mémoires particulières et la lutte pour la justice sociale? En quoi ces deux-là sont reliés dans votre combat? Alors, justement, sur la question de la mémoire, et ça c'est vraiment beaucoup pour les jeunes, pour les étudiants et celles et ceux qui ont des engagements militants, parce que je suppose qu'il y en a aussi. La période étudiante, moi, vraiment, j'épousais toutes les causes de la Terre à l'époque où j'étais étudiante. Après, je me suis recentrée sur celle de chez moi. Mais lorsque j'étais étudiante, j'étais sur toutes les luttes contre l'apartheid, soutien avec les Palestiniens, réunification Haïti-Saint-Domingue, soutien aux Algériens, mémoire sur les massacres de Sharon et les massacres de 1961. Bon, voilà, donc moi, toutes les causes me concernaient et je me sentais impliquée dans toutes les causes. Donc, ce qui est important pour les jeunes, c'est bien de comprendre que moi, je suis un peu en délicatesse avec l'histoire de la mémoire particulière, parce que alors qu'on sait qu'il y a des gens qui se battent depuis plusieurs générations, pourquoi on n'arrive pas à franchir un palier?
Moi, j'ai idée, c'est une hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle jette quelques arguments dans la discussion et ça doit servir à d'autres qui sont beaucoup plus compétents, experts que moi, pour nous donner de la matière plus directe. Mais je pense que si malgré des combats de plusieurs générations, on reste enfermé, c'est aussi parce qu'on a cru nous-mêmes que c'était des mémoires particulières. C'est-à-dire qu'on a revendiqué des espaces. On a revendiqué, des dates, des lieux, aujourd'hui des statues, des noms de rues et de places. On a revendiqué, reconnaissez notre histoire, reconnaissez vos crimes, reconnaissez tout le mal que vous nous avez fait dans le passé. Mais moi, je pense qu'il faut dépasser ce dialogue-là. Il y avait une période où c'était nécessaire. Aujourd'hui, il faut que la génération suivante, elle dépasse ce dialogue-là. C'est-à-dire que, attention, là, on porte ensemble notre histoire. On porte ensemble notre histoire. Et donc, si ça me fait davantage souffrir, c'est parce que mes ancêtres ont été sous le joug de cette domination. Mais dans mes ancêtres, il y en a quand même 2 ou 3 qui viennent du Caucase, là. En tout cas, des régions caucasiennes. Parce que les viols, ça donne du métissage depuis le décollage du bateau à Gorée ou à Ouida. Les viols, ça donne ça. À l'arrivée des enfants métis. Les viols sur les plantations, ça donne des enfants métis. Donc, nous qui venons de cette histoire, plus que personne d'autre soi-disant, nous portons cela. Donc, c'est bien tout le monde qui est concerné. Et ce qu'il faut, c'est pas dire, nous avons une mémoire particulière, faites-nous un peu de place, donnez-nous 2 ou 3 jours fériés dans l'année, reconnaissez 2 ou 3 de nos grands chefs marrons et nos grands chefs marrons. Non. Et là, comment on porte l'histoire du monde avec ses empreintes aujourd'hui sur le monde? Et mon calcanéum sur le dos des gratte-ciel, Aimé Césaire. Pas un coin de ce monde qui ne porte ma crasse et mon calcanéum sur le dos des gratte-ciel. Donc notre trace est partout dans le monde. Donc c'est notre histoire du monde, c'est l'histoire de l'humanité et nous devons la porter ensemble. C'est pas l'histoire, c'est pas la mémoire particulière, c'est la mémoire d'une histoire et d'événements qui ont concerné l'humanité. Le commerce triangulaire, c'est 3 continents. C'est 3 continents. C'est cette histoire-là. Je voudrais vous inviter à faire œuvre autobiographique dans un certain sens. Je l'ai dit dans mon introduction et vous l'avez aussi rappelé, et ma collègue Vicky Barkham aussi l'a mentionné. Vous êtes née en Guyane, donc une région aux portes du Brésil. Vous êtes française, bien évidemment, mais d'une certaine manière, on peut aussi dire que vous êtes américaine. Et ce qui fait l'intérêt de ce continent qu'on appelle les États-Unis, c'est bien évidemment le fait que des révolutions se sont succédées sur ce sol. Il y a la révolution américaine dont on parle le plus souvent, mais il ne faut pas non plus oublier la révolution haïtienne ou la révolution bolivarienne, etc. Et la question est de savoir qu'est-ce que cette naissance sur ce sol guyanais, cette identité américaine, vous a appris et en quoi cela vous a aussi permis de penser votre combat, celui que vous allez mener sur le territoire français? Alors, paradoxalement, professeur, pour connaître l'histoire du continent, il m'a fallu un grand volontarisme. Parce que cette histoire ne nous était pas enseignée. J'ai reçu un enseignement très aliénant, parce que c'est ainsi. On sait, Frantz Fanon l'a décortiqué, comment l'éducation est l'arme fatale pour aliéner notamment les élites des territoires qui ont été colonisés et en faire des alliés de la domination. Donc, défigurer l'histoire, la culture, les langues, tout le patrimoine, tout le bagage, défiguré fait partie du projet colonial, fait partie du projet de domination. D'excellents auteurs ont écrit sur cela, y compris Albert Memmi et d'autres. Donc, y compris d'ailleurs aussi des romanciers, des poètes, etc. Donc, l'éducation était très aliénante pour à mon époque. Elle n'a pas beaucoup changé, mais enfin bon, il y a eu quand même quelques percées, quelques coups de sabre donnés pour laisser entrer. Moi-même, lorsque j'étais au lycée, nous avons conduit des grèves pour imposer
l'enseignement de la littérature africaine-américaine et africaine. Bon, ça a été une de nos grandes victoires des grèves lorsque j'étais en première au lycée. Donc voilà, mais l'éducation italienne. Donc moi le continent où je suis née, je l'ai découvert par volontarisme au sens où j'ai lu des auteurs, de très grands auteurs brésiliens, colombiens, chiliens, etc., argentins, que j'ai cherché à savoir, que j'ai cherché à connaître. Alors lorsque j'étais au lycée, nous étions très sensibles aux luttes pour les droits civiques, c'était les années 60, hein, alors pour nous c'était la fin des années 60, mais très sensibles aux luttes pour les droits civiques, donc ça aussi c'est une éducation, c'est une école, c'est une compréhension des relations, de l'histoire, etc. Moi, l'histoire d'Haïti et par exemple de l'insurrection de 1791 qui a imposé l'abolition de l'esclavage dans la colonie de Saint-Domingue avant l'abolition officielle en 1794, cette histoire-là, je l'ai découverte dans mes vagabondages de lecture. L'histoire de Bolivar, que les 4 ou 5 fois que je l'ai croisé dans les manuels scolaires ou autre chose, c'est un dictateur. L'histoire de Bolivar, de ses alliances avec Toussaint Louverture, qui dans les livres était plutôt un sanguinaire. Cette histoire-là, moi, je l'ai découverte parce que j'ai fouillé, parce que j'ai lu, parce que j'ai vagabondé dans la littérature, dans des essais, dans la poésie, etc. Bon, voilà, l'histoire justement d'Haïti, qui est mise au banc des nations, en solidarité avec la France qui refuse de reconnaître l'indépendance d'Haïti. Alors que presque la terre entière salue l'insurrection des 13 colonies américaines contre le colonisateur britannique, ça c'est intéressant à fouiller et à comprendre, parce qu'on est quand même à peu près dans la même période. L'insurrection à Haïti c'est 1791, l'insurrection des 13 colonies, je crois que c'est 1776. En tout cas, l'indépendance, elle est proclamée en 1776. Donc, lorsque les États-Unis se débarrassent du joug de la métropole britannique, la terre entière applaudit. Lorsque à Saint-Domingue, les esclaves noirs se débarrassent de la métropole française, les nations indépendantes se coalisent pour soutenir la France et pour étrangler la jeune République d'Haïti. Donc là, on a un monde terriblement inégalitaire, discriminatoire et très clairement raciste. On a ce monde-là. Donc, évidemment, je suis sur ce continent. J'ai appris cette histoire parce que j'ai cherché. J'ai beaucoup cherché. J'ai cherché à la comprendre et je l'ai comprise. Et sans doute que ça a beaucoup nourri ma sensibilité, ma compréhension de l'histoire, ma capacité aussi à interroger derrière les images, derrière les clichés, derrière les stigmatisations, derrière Toussaint Louverture le sanguinaire. Qui est Toussaint Louverture? Heureusement, vous avez de grands auteurs comme Césaire, comme Eric Williams, comme voilà, qui ont écrit sur Toussaint Louverture. Voilà, chercher derrière ces clichés-là de qui il s'agit, quels étaient les rapports de force, quels étaient les événements, quels étaient les objectifs, quelles étaient les ambitions, et quelle est ma filiation avec ces meneurs de lutte, puisque moi j'ai fait de ma vie une vie de lutte, une vie de combat, que j'ai décidé que je suis fidèle à des idéaux, que j'ai choisi des valeurs et que voilà, je veux les faire vivre. Voilà, je cherche à comprendre quelle est ma filiation avec ces personnes-là. Et ça, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à l'Amérique du Sud, plus encore que par rapport aux États-Unis, c'est que en Amérique du Sud, il y a aussi l'opportunité d'interroger des stéréotypes. Par exemple, dans d'autres parties du monde, souvent, les prises de pouvoir par des militaires sont des prises de pouvoir dictatoriales, absolutistes, autoritaristes, etc. En Amérique du Sud, on n'a pas tout le temps, mais il y a eu des moments, Bolivar est un militaire par exemple, on a eu des moments, Delgrès était un militaire, le colonel Delgrès en Guadeloupe, qui se bat et qui en meurt d'ailleurs, contre le rétablissement de l'esclavage par Bonaparte en 1802, c'est un militaire. Mais en Amérique du Sud, on a comme ça des situations où de jeunes militaires prennent le pouvoir pour instaurer des libertés et des droits. Il y a un cas un peu exceptionnel en Afrique, c'est celui de Thomas Sankara, par exemple, qui est un parachutiste, un jeune militaire, et qui a pris le pouvoir
pour instaurer la démocratie, les libertés et la liberté dans sa société, le Burkina Faso. Donc voilà, l'Amérique du Sud nous envoie la figure un certain nombre de choses qui déstabilisent et qui interrogent des choses qui étaient considérées comme acquises. Alors, nous avons une demi-heure à peu près et je voudrais que nous donnions l'opportunité aux étudiants et aussi aux participants à travers le chat de contribuer à cette discussion. Je vais d'abord commencer par les étudiants qui m'ont aidé tout au long des dernières journées ou peut-être même semaines à organiser ces conférences. Et pour commencer, je voudrais donner la parole à Mademoiselle Cassie Drodge. Et Mademoiselle Drodge, vous pouvez donc, s'il vous plaît, si vous avez une question à poser à Madame la Ministre, je vous prie de la partager avec nous. Hello, Ms. Tabera. My name is Cassie, and I am a second-year graduate student in the School of Sociological and Anthropological Studies at the University of Ottawa. Firstly, I would like to say thank you so much for sharing your knowledge with me and the other attendees, as well as say that it is a privilege and a pleasure to meet you virtually. Secondly, I would like to ask if you can enlighten us, per se, on your idea of reconciliation. So thank you so much for that, and I appreciate it. Thank you. Cassie, merci pour ces mots voilà, qui n'étaient pas de gratitude, mais voilà, je dirais d'affection. En tout cas, vous m'avez... J'ai beaucoup aimé votre sourire et vos mots. Alors, réconciliation, ça me met un peu dans l'embarras. Parce que réconcilier qui avec qui? Étant donné que moi, je plaide pour qu'on cesse de considérer que l'histoire douloureuse de la traite négrière de l'esclavage, c'est seulement l'histoire des victimes, c'est-à-dire des personnes qui ont subi et qui n'ont pas été que des victimes, qui ont été des personnes très actives, qui ont été pas des sujets de droit parce qu'on ne leur reconnaissait aucun droit, mais qui ont été des sujets humains au sens où ce sont des personnes qui se sont vécues comme êtres humains, qui ont continué à aimer et qui même ont appris à se protéger de leur propre amour, parce que pendant la traite négrière et l'esclavage, on séparait les familles, on vendait les enfants. Il est 17h. On vendait les enfants sans considération ni de la maman ni de papa, on vendait le père sans considération du reste de la famille. Donc il y a des œuvres littéraires ou même un opéra d'ailleurs, hein, Margaret Garner, qui a été opéra écrit par Toni Morrison, mais elle avait écrit avant Sammy Loft, qui est la même histoire, hein, l'histoire de Margaret Garner, cette femme esclave qui a quitté la plantation et qui, au moment où on les rattrape, choisit de tuer sa petite fille pour que sa petite fille ne grandisse pas dans l'enfer des plantations. Et Toni Morrison a fait une vraie histoire littéraire et épique et comment dire, presque mélodique aussi, parce qu'elle a fait un opéra presque mélodique sur cette histoire extrêmement douloureuse et monstrueuse. Donc, c'est vraiment une histoire d'une extrême violence, y compris de la violence retournée contre soi, par amour, y compris la violence retournée contre soi par amour. Mais moi, je continue à plaider pour le fait que on ne laisse pas le monde en paix, parce que c'est laisser le monde en paix que de reconnaître que c'est juste l'histoire d'une partie de l'humanité, c'est juste l'histoire de celles et ceux qui portent dans leur couleur de peau ou dans leur phénotype les traces encore visibles d'appartenir à celles et ceux qui ont été réduits à l'esclavage. C'est juste leur histoire, donc à se débrouiller avec. Ils peuvent pleurer ensemble. De temps en temps, ils peuvent monter sur la scène et pleurer si c'est un jour dans l'année, et puis après retourner dans leur obscurité. Moi, je plaide contre ça, et notamment pour les nouvelles générations, parce que les générations précédentes ont fait leur boulot, parce qu'elles ont fait leur boulot. Elles l'ont fait par étapes. Il y en a qui se sont battus pour avoir juste une date de reconnaissance. Il y a d'autres qui se sont battus pour plus que ça, machin. Mais chaque étape était tributaire des précédentes. Et c'est parce que chaque génération a fait son boulot
que les générations d'après ont pu faire le leur. Et moi, je veux que les générations suivantes ne soient pas dans ces logiques de réconciliation, ne soient pas dans ces logiques de mémoire particulière, ne soient pas dans ces logiques de mémoire douloureuse et victimaire et doloriste. Moi, je veux que cette génération, cette nouvelle génération, quelle que soit son apparence, quel que soit son phénotype, qu'elle se vive pleinement dans le monde, qu'elle se vive pleinement dans le monde et qu'elle n'autorise personne à la renvoyer dans une case. Qu'elle n'autorise personne à lui dire toi tu viens de cette histoire, ah pauvre de toi, pauvre de tes ancêtres, ok on va te donner une petite gratification et c'est terminé. Non, donc pour moi la réconciliation, si j'y mets des guillemets, je veux bien retenir le concept, à condition de dire qu'il s'agit en fait d'accepter de porter ensemble cette histoire et ses conséquences, ces injustices et ses conséquences. Accepter de les porter ensemble. Il n'y a que ça qui puisse rétablir de la fluidité et puis de la reconnaissance mutuelle, c'est-à-dire non pas se reconnaître en tant que bienfaiteur ou victime, mais se reconnaître mutuellement en tant qu'appartenant à l'espèce humaine. Se reconnaître mutuellement, c'est-à-dire ontologiquement, nous appartenons à cette même espèce humaine. Mais voilà, donc moi je voudrais vous décharger de ça. Ne refaites pas en mieux le boulot que les générations précédentes ont fait. Faites votre part. Votre part, c'est d'être pleinement au monde. D'être pleinement au monde. De ne pas porter de fardeau. Vous ne pouvez pas porter le fardeau du criminel. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous avons longtemps porté le fardeau des larmes. Aujourd'hui, il est hors de question que vous portiez le fardeau des criminels. Donc, ça n'est pas possible. Vous devez être pleinement au monde. Et être pleinement au monde, c'est vous vivre, c'est penser le monde, c'est accéder au pouvoir, c'est décider d'avoir une influence sur le monde, c'est décider que, voilà, vous voulez agir dans tel domaine, que ce soit dans les bouleversements climatiques, que ce soit dans la fraternité plus grande, que ce soit dans l'accueil des personnes qui sont dans l'errance sur la planète, parce que les guerres, les violences, la famine, ou même justement le climat font que ces personnes mettent un pied devant l'autre et vont chercher d'autres pays plus hospitaliers qui souvent s'avèrent pas hospitaliers du tout. Donc, voilà, c'est ça. Et vous dire, rien ne vous est interdit. Vous voulez accéder au pouvoir chez vous, dans votre pays, battez-vous pour accéder au pouvoir. Vous voulez accéder à des responsabilités internationales, battez-vous pour accéder à ces responsabilités internationales. Mais ne demandez, il n'y a personne qui soit plus légitime que vous sur la planète. Et par conséquent, il n'y a personne à qui vous deviez demander gentiment, est-ce que tu veux bien te réconcilier avec moi? Est-ce que tu veux bien reconnaître ma souffrance, mes douleurs, mes malheurs et mes droits? Et mes droits. Il n'y a personne qui ait cette ascendance sur vous. Donc, pensez-vous comme étant partie prenante entière du monde auquel vous appartenez. Je voudrais passer la parole à mademoiselle Alexandra Karabatsos, qui est aussi étudiante à l'Université d'Ottawa, pour qu'elle puisse poser une question à madame Taubira. Alexandra. Hello, thanks for your presentation. It's been fantastic to hear from you and to hear what you have to say. I have been really interested in the way you talk about recognition of differences, and you've touched on it already quite a bit, but I'm interested in how recognizing other people's differences and unique identity allows us to think differently about how we interact with each other and allows us to move in the direction of racial and social justice. So could you touch on that? Thank you again. Merci beaucoup Alexandra, merci pour vos mots et merci pour cette question, parce qu'en fait je vois que la notion de justice sociale revient. Vous avez été le premier à l'utiliser, professeur, et je ne m'y suis pas encore arrêtée. Donc, merci Alexandra. Et puis, ça va peut-être dégager les questions suivantes de cette notion qui semble importante pour vous, et vous avez raison, parce que, voilà, moi, je pense que votre génération est une génération de générosité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mesquins parmi vous, qu'il n'y a pas d'égoïstes parmi vous, qu'il n'y a pas de crétins parmi vous. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'en tendance lourde, votre génération est plutôt portée à la générosité, à la découverte de l'autre, à la curiosité. Voilà, votre génération est plutôt portée sur ça.
Et donc, je ne suis pas étonnée que la question de la justice sociale soit une question aussi prégnante. Donc, je vais m'y arrêter un peu. D'abord, sur la question de la différence, d'une phrase à nouveau, c'est la réalité du monde et de l'espèce humaine, la différence. Et votre génération peut, j'espère, peut l'imposer comme vision du monde. Que nous sommes divers, nous sommes différents, et que c'est une chance inouïe. C'est une chance inouïe de pas tous être les mêmes, de pas se ressembler tous, de pas, voilà. C'est une chance inouïe. Donc la différence, c'est juste l'espèce humaine n'aurait pas survécu si elle n'était pas aussi diverse. Bon. Ensuite, il y a des différences qui, l'intérêt de la différence, c'est la question de l'égalité. C'est la question de l'égalité, ce qui nous renvoie à la justice sociale, bien sûr. C'est-à-dire que la différence dans la vie quotidienne, elle est intéressante parce que un tel est différent de moi, donc du coup, ça attise ma curiosité, ça me donne envie de savoir qui c'est, d'où elle ou il vient, etc. Voilà, c'est un bagage que je vais acquérir. Mais la différence, lorsque vous la liez à la justice sociale, suppose votre inquiétude, vos inquiétudes sur le fait que des inégalités créent des injustices dans la société. Et effectivement, la question de la différence dans la société, c'est la question de l'égalité. C'est la question de l'égalité des droits. Et le problème de la différence, c'est que la différence fait que dans nos sociétés, je parle des démocraties, notamment des grandes démocraties républicaines qui chantent les valeurs républicaines nuit et jour, plus souvent que le coq le matin, dans ces sociétés-là, effectivement, il y a des préjugés et des mécanismes qui produisent et reproduisent des inégalités. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, du fait de leur apparence, du fait de leur phénotype simplement, n'ont pas accès à l'emploi qu'elles méritent, n'ont pas accès à un logement, n'ont pas accès à la mobilité, c'est-à-dire sont figées dans certaines parties du territoire, plutôt enclavées et n'arrivent pas à circuler. Donc des personnes qui subissent, du fait de ces préjugés, qui sont inscrits, non pas en tant que préjugés dans la loi, mais en tant que traces d'une société qui a compartimenté, ces personnes-là subissent des discriminations. Donc, effectivement, la question des différences est une question qui renvoie à l'égalité, donc à la nécessité de se battre pour l'égalité des droits. Donc, toute différence doit être reconnue comme étant un fait humain en tant que tel et parfois un fait social, mais ne peut pas être un prétexte à discrimination. Donc, que ce soit la couleur de peau, que ce soit la religion, que ce soit le handicap, que ce soit les affinités amoureuses, que ce soit, quelles que soient les raisons, la nationalité, l'accent, quelles que soient les raisons, une différence est un fait, elle ne peut pas être un prétexte à discrimination. Donc, reconnaître les différences doit nous conduire à nous battre pour des sociétés égalitaires, des sociétés qui, en tant que société plurielle, acceptent le fait qu'en étant différents, nous pouvons quand même vivre ensemble en ayant les mêmes droits. Alors, je viens juste de constater qu'en fait, le temps s'écoule très très vite. Ce que j'ai l'intention de faire pour cette fois-ci. C'est ma faute, hein, professeur, c'est ma faute. C'est pas très grave, on va y arriver. Les questions qui nous viennent de nos étudiants au Bénin, en fait, se ressemblent à plusieurs égards. Donc, ce que je voudrais proposer, c'est que nos étudiants donc, du Bénin, Armand, Christelle et Xavier, est-ce que vous pouvez, l'un après l'autre, poser vos questions, et puis après, nous allons donner à Madame Taubira la possibilité de répondre, et ensuite, nous passerons à une autre question, parce qu'elle est différente des trois qui vont suivre, à Mademoiselle Karine Sanchez. Donc, Armand, s'il vous plaît. Ok, merci professeur pour l'occasion que vous me donnez. Merci à Madame Christiane Taubira pour le combat qu'elle mène, et son nom restera gravé à jamais dans la mémoire des Africains, des Amérindiens, des Caraïbes et également des Malgaches. Ma question est celle-ci. Comme l'a déclaré le feu professeur Félix Siroko, historien béninois, les Africains ont pratiqué l'esclavage avant l'arrivée des Européens et avant l'arrivée des Arabes, et doivent être condamnés eux aussi pour cette pratique-là. Nous savons également que
que les Arabes ont pratiqué l'esclavage depuis le XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle et il y a eu près de 15 millions d'Africains victimes. Alors, la question est celle-ci. Pourquoi la loi Taubira a-t-elle exclu la condamnation de la traite saharienne et celle pratiquée par les sociétés africaines? Merci, madame. Oui, très bien. Mademoiselle Christelle da Silva, qui est aussi à l'école d'économie africaine au Bénin, pourriez-vous partager votre question avec les participants? Merci, professeur Gay. Merci, madame la ministre, pour votre présentation que j'ai suivie avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, c'est très enrichissant. Je suis Christelle da Silva, étudiante à l'école africaine d'économie au Bénin. Est-ce que des sanctions sont envisageables? Et quelles sont les réparations que l'on peut espérer de la reconnaissance de l'esclavage en tant que crime? Merci beaucoup. Excellent. Monsieur Xavier Agbeto, qui est aussi étudiant à l'école d'économie africaine au Bénin. Xavier, voudriez-vous bien partager votre question avec le public? Alors, désolé, je vais donc utiliser l'écran de Armand pour me présenter. Je disais tantôt que ce fut un plaisir pour nous d'assister à cette conférence et d'avoir Madame la ministre, Madame Taubira. Alors, ma question est celle-ci. Étant donné le rôle qu'ont joué certaines familles bénino-brésiliennes dans la traite transatlantique, dont le Bénin était l'un des points focaux, pensez-vous qu'un travail de mémoire s'impose dans nos sociétés africaines? Merci beaucoup. Donc, nous allons laisser la parole à Madame la ministre et après, nous aurons une dernière question qui sera posée par Mademoiselle Karine Cohen et ensuite, nous allons essayer de chercher des questions dans le chat. Madame la ministre, si vous permettez, je peux vous donner 8 minutes. Ah, vous êtes très aimable, mais vous avez beaucoup tardé à jouer l'ascenseur, professeur. Donc, j'en conviens volontiers, c'est que voilà, je mets toujours beaucoup trop d'ardeur dans ces échanges. Donc, effectivement, je consomme beaucoup de temps. Alors, les questions d'Armand, est-ce que vous vouliez bien me rappeler le prénom de l'étudiante? Parce que Armand Degla ou Xavier Agbeto? Non, la jeune fille. Ah, Christelle. Christelle da Silva. Merci beaucoup, parce que je l'ai pas bien entendu. Alors, vous aviez raison, les questions sont assez proches. Donc, Armand, c'est sur l'esclavage africain, l'esclavage qu'il dit arabe, et l'esclavage et la traite saharienne des sociétés africaines. Voilà, et dans les sociétés africaines. Alors, c'est un fait, Armand, oui, c'est un fait que l'esclavage existait, et c'est d'ailleurs l'esclavage existait dans des sociétés africaines, sur le continent africain, en tout cas, comme il existait d'ailleurs à Rome, comme il existait sur le continent européen, comme il existait aussi ailleurs. Hein. Donc, il existait ce qui n'atténue pas, même si c'est il y a 10 millions d'années avant. Moi, j'estime que la domination d'un être humain par un autre être humain est inacceptable, hein, que ce soit très clair dans mon propos. Donc, je ne relativise pas. Mais effectivement, il y avait de l'esclavage en Afrique et souvent le prétexte utilisé, en tout cas la réplique que donnent en Europe les personnes qui refusent d'entendre parler de cette histoire et de reconnaître que c'était un crime et éventuellement de reconnaître que ça a eu des conséquences. Donc, alors j'avoue que je suis un peu étonnée que vous le posiez de cette façon-là. Non pas que vous le posiez en tant que tel, parce que c'est un fait historique établi, mais que vous le posiez de cette façon-là, à savoir pourquoi la loi de 2001 notamment parle que de l'esclavage européen. Pourquoi je suis étonnée que vous le posiez comme ça? Bon, d'abord, pour vous répondre très rapidement, je suis parlementaire à l'Assemblée nationale française. Je porte une proposition de loi qui va devenir une loi pour conduire les institutions républicaines françaises à reconnaître le crime contre l'humanité perpétré par les monarchies françaises et européennes.
si je voulais juste, parce que pour moi, il y a des personnes dans le passé et des personnes dans le présent qui sont concernées par ce crime, qui sont concernées. Si je voulais faire juste un truc un peu, voilà, symbolique, théorique, bon, je pourrais effectivement englober, y compris l'esclavage romain, puisque je le conteste, puisque je trouve que Spartacus a eu raison de se battre, que Spartacus a eu raison de se révolter, que Spartacus est une des grandes lumières qui, moi, m'a éclairé. Et grande lumière non seulement en luttant contre l'esclavage qu'il subissait, d'autres, mais grande lumière parce que au moment où lui se retrouvait acculé à commettre aussi des crimes pour la libération, pour la liberté des esclaves qu'il avait suivis, il a refusé de se compromettre dans des crimes de pouvoir. Donc voilà, moi je peux faire un truc complètement théorique et général et remonter à Spartacus et en trouver d'autres. Je suis députée à l'Assemblée nationale française, j'interpelle les institutions républicaines françaises, je les interpelle sur ce qu'elles peuvent dire et réparer, et de façon à ce qu'elles agissent. Et je vous informe, Armand, d'ailleurs, que dans la même année, en 2001, se tient à Durban, en Afrique du Sud, le sommet de l'Organisation des Nations Unies, où il est question de reconnaître l'esclavage, la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité, et de traiter de la question de la réparation qu'a soulevé tout à l'heure Christelle et sur laquelle je vais revenir. Donc, l'esclavage, il y a suffisamment de femmes et d'hommes politiques africaines et africains, suffisamment d'intellectuels africains et africains, suffisamment d'artistes africaines et africains, suffisamment de militantes et de militants africaines et africains capables de dire, voilà, il y avait de l'esclavage, voilà ce qu'on devrait faire, etc. Je vais vous dire une chose simple, c'est que il y a un texte de Léonora Miano, qui est camerounaise, franco-camerounaise, un texte de Léonora Miano qui dit quelque chose d'absolument essentiel. Elle dit souvent les Européens reprochent aux Africains d'avoir contribué à la traite négrière et à l'esclavage. Ils accusent les Européens, mais eux-mêmes, ils ont vendu leurs frères. Léonora Miano dit quelque chose d'essentiel. Elle dit, mais à cette période-là, l'Afrique, ça n'était pas l'Afrique panafrique. Les villages étaient en guerre les uns contre les autres. Les royaumes, comme en Europe, étaient en affrontement les uns contre les autres. Les peuples vaincus étaient réduits en esclavage, etc. Donc, le prétexte qui consiste à dire que des Africains ont participé à la traite transatlantique, donc ils sont aussi coupables que les Européens, c'est un pis-aller. Ceci étant, ça n'absout pas ceux qui, effectivement, ont contribué. Ça n'absout pas ceux qui ont contribué. Parce qu'il y en a qui ont résisté. Le fait qu'il y en a qui aient résisté interdit d'absoudre ceux qui ont contribué. Des personnes comme la reine Nzinga de Pandango, qui est devenue l'Angola après. Des personnes, voilà, il y a des personnes qui ont résisté. Soundiata Keita, et ça c'est pour la traite transsaharienne arabo-musulmane. Cette traite-là, Soundiata Keita, en 1222, il proclame la Dunya Makilikan, la charte des chasseurs, la charte, l'injonction au monde, où il s'oppose à l'esclavage. La bulle d'Ahmed Baba, on connaît les bulles papales, il y a la bulle d'Ahmed Baba, qui est d'ailleurs une personne capturée à Tombouctou, me semble-t-il, et qui est emmenée au Maroc, me semble-t-il, mais vous pourrez vérifier tout cela, et qui proclame une bulle contre l'esclavage. Donc voilà, il y a des personnes qui se sont battues pendant cette période-là, et alors, quand même, d'un mot, parce que vous êtes étudiants, c'est que on met pas les choses à égalité. On peut à égalité, moi je le fais volontiers, à égalité, dénoncer toute oppression, toute domination, toute réification, c'est-à-dire toute transformation d'une personne en marchandise. Et la traite contemporaine, la traite d'êtres humains qui se pratique pendant que nous sommes en train de parler, cette traite-là, elle est condamnable aussi. J'ai passé mes 8 minutes. En termes de valeurs et d'idéaux, on ne doit pas
mélanger les choses de cette façon-là. Si le monde ressemble à ce qu'il est aujourd'hui, la traite transsaharienne mérite sa condamnation. L'esclavage qui se pratiquait dans les villages africains ou dans les royaumes africains mérite ses condamnations. La traite négrière transatlantique et à travers l'océan Indien, qui est organisée avec les outils d'un capitalisme qui est en train de s'étendre, qui est mécanisé, qui, par le commerce triangulaire, établit des échanges durables, permet une accumulation de capital, bouleverse des sociétés, on est dans autre chose. On est dans autre chose. À l'échelle de la domination des personnes, c'est la même chose. Et c'est inacceptable. À l'échelle des événements historiques, ça n'a pas de sens de confondre les choses. J'ai pas encore répondu sur les réparations, mais j'ai consommé mes 8 minutes. Alors, j'espère que Xavier a entendu aussi, parce que dire les familles brésiliennes, etc., Xavier, pendant la traite négrière à l'esclavage, le Portugal était la métropole de domination au Brésil. Donc, on est précis dans les termes et on sait de quoi on parle. On précise les époques, etc. Ça ne veut pas dire le Brésil est un pays très problématique. C'est un pays très problématique. C'est un pays où d'ailleurs le Movimento Negro se bat depuis des dizaines d'années pour faire reconnaître l'importance du patrimoine afro-brésilien et l'égalité des droits pour les afro-descendants, pour les Brésiliens afro-descendants. La réparation d'un mot, c'est compliqué. C'est compliqué d'un mot. Compliqué. D'accord, donc on va passer à la question de mademoiselle Karine. Il faut une autre question parce que ne pas y répondre. Je vais vous prier de répondre en 2-3 minutes pour qu'on puisse après clore dans les temps. Karine, si vous permettez, veuillez partager votre question avec le public. Bonjour, comment allez-vous? Karine. Je voulais prendre l'opportunité aussi de dire merci de nous accompagner. Ma question est en anglais. Je voulais vous demander, how do you function in a society where citizenship and the color of your skin are not linked? D'abord, il ne faut pas s'adapter, Karine. Il ne faut pas s'adapter, il faut se battre. Parce que c'est inadmissible. Donc, il faut se battre par tous les moyens. Par des poèmes, par des réunions, par des sittings, par des manifestations, par des luttes associatives, par des luttes syndicales, par des luttes étudiantes, par des luttes politiques, par des luttes électorales. Il faut se battre, il faut pas s'en accommoder, il faut pas l'accepter. C'est un déni d'humanité, c'est un déni de citoyenneté, hein, comme vous dites vous-même. Donc voilà, on doit pas s'adapter à ça, on doit pas s'en accommoder, ni pour soi, ni pour d'autres. Parce que si on s'habitue aux injustices qui sont infligées à d'autres, on légitime les injustices qu'on subit soi ou qu'on risque de subir dans l'avenir. Donc, il faut pas l'accepter. Voilà, c'est juste, il faut pas l'accepter. Alors après, on se bat avec les armes qu'on a, comme on veut. Ça peut être en chanson, ça peut être vraiment avec les armes qu'on a, mais on se bat. J'ai quand même le temps, en 2 minutes, de répondre sur la réparation. Je pense qu'on n'a pas le droit. Oui, 2 phrases. On n'a pas le droit d'éliminer le sujet de la réparation. Je pense 2 grandes choses, mais j'ai écrit beaucoup de choses sur les réparations. Je pense 2 grandes choses. La première chose, c'est que le crime est irréparable. Et que donc personne ne peut venir dire comment on va réparer le crime. Mais que la réparation possible, la seule réparation possible, elle a été faite par les esclaves elles-mêmes et eux-mêmes. C'est-à-dire le fait qu'ils n'aient jamais renoncé à leur humanité. Ils ont fait en sorte que ils n'ont pas donné prise au fait que des personnes, parce qu'elles sont de peau noire et qu'elles vivent sur le continent africain, ne sont pas des êtres humains. Donc ça, elles ont réparé cette espèce de crime absolu de dénégation d'humanité. Mais il y a d'autres réparations qui sont faites, notamment par tout le patrimoine culturel et artistique dont je parlais, qui nous a été légué par toutes ces générations-là. Et puis, il y a des réparations à faire parce qu'il y a toute une série d'injustices qui ont été instaurées à la sortie des systèmes esclavagistes, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où on a indemnisé les anciens maîtres, on les a indemnisés contre la perte de leurs esclaves, alors qu'on n'a pas indemnisé les esclaves contre les générations et les dizaines, centaines d'années de travail gratuit. Donc, il y a le mode de sortie du système esclavagiste a fait qu'on a ajouté
des injustices qui perdurent aujourd'hui encore, c'est-à-dire qu'on voit bien que celles et ceux qui viennent plus directement des personnes qui ont été mises en esclavage ont plus difficilement accès à l'éducation, à la santé, aux responsabilités, aux métiers prestigieux, etc. Et ça, il faut se décider à le réparer. Eh bien, merci beaucoup, Madame la Ministre. Je savais bien évidemment que ce serait un énorme challenge que de tenir dans l'heure et demie. Ce que je vais faire... Je suis désespérée et je n'en suis même pas confuse. C'est pas très grave. Ce que je vais faire donc sans tarder, c'est malheureusement, nous n'aurons pas la possibilité d'aller chercher des questions dans le chat et de les poser. Je vais très rapidement et tout de suite passer la parole à la vice-doyenne Vicky Barham pour les mots de remerciement et puis après, je prendrai 2 secondes aussi pour clôturer. Vicky. Donc, je voudrais vraiment, au nom de la faculté, au nom de l'Université d'Ottawa, donc, vous remercier, Madame la Ministre, pour ce discours éloquent, passionné et surtout, donc, interpellant. C'était un grand plaisir. Mais je voudrais également remercier mon collègue Abdoulaye Gueye. Je voudrais remercier tous les étudiants qui, donc, ici au Canada, mais aussi au Bénin, pour votre travail, pour la préparation des questions qui nous ont tous intéressés et remercier le public pour votre participation, sans oublier, bien entendu, l'équipe en arrière-son, notre équipe de communication, Kelly Ashcroft, Émeric, l'équipe ABLA, et notre service d'interprétation aujourd'hui, c'était fantastique de l'avoir dans les 2 langues. Et puis l'équipe de Pierre, etc. Ça, sans vous autres, on n'aurait jamais pu avoir un après-midi si instructif. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci vraiment. Merci beaucoup, Vicky. Je vais donc sans tarder aussi profiter de l'occasion pour remercier Madame Christiane Taubira. Je vous avais dit que Madame Taubira est une personnalité singulière. J'aurais aussi dû ajouter, c'est une personnalité qui ne laisse personne indifférent. Et le contenu des échanges que nous avons eus aujourd'hui, cet après-midi avec elle, montre à quel point, en fait, j'avais raison. Donc, encore une fois, Madame Taubira, merci infiniment. Je remercie aussi tous les étudiants qui ont participé à la réalisation de cet événement et je remercie aussi l'équipe menée par Émeric, parce que sans cette équipe aussi, nous aurions peut-être connu beaucoup plus de défis. Je vous donne très rapidement la parole. Un mot de clôture, Madame Taubira. Juste, moi, je me rends compte que je suis incorrigible et que contrairement aux personnes normales, l'âge n'apporte pas chez moi la sagesse. Donc voilà, j'ai mis sans doute un peu trop de ferveur dans mes réponses. Elles sont toujours désespérément longues. J'espère que les étudiantes et étudiants n'en ont pas été trop ennuyés et que je leur ai surtout donné envie de creuser, d'interroger, de ne rien tenir pour acquis. Ni le monde que nous leur laissons, que nous leur laissons même pas, hein, ni le monde dans lequel ils grandissent et que nous avons un peu maltraité, ni les mots que nous utilisons pour décrire ce monde, ni les rapports entre les personnes, entre les sociétés, rien n'est définitivement acquis et leur charge est d'interroger tout cela, de conserver ce qui mérite de l'être parce que nous n'avons quand même pas tout raté et puis d'apporter leur part et d'améliorer ce monde, d'y mettre un peu plus de fraternité, plus d'amitié, plus de beauté aussi, plus de compassion dans ce monde, d'y mettre un peu plus et puis vraiment une denrée, un ingrédient irremplaçable, extrêmement goûteux et vraiment essentiel, c'est la joie de vivre.